Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier les variations d'une suite numérique. Si une suite est définie de façon explicite, c'est-à-dire s'il existe une fonction f telle que, pour tout petit n dans les antinaturels, un est égal à f de n, alors les variations de un suivent les variations de f. Cette méthode, ce sera simplement d'étudier dans ces cas-là les variations de la fonction f et en déduire les variations de un. Pour une définition par récurrence ou n'importe quel autre type de définition, deuxième méthode. Il nous faudra donc parfois utiliser les connaissances que l'on a des années antérieures, voire même factoriser l'expression et réaliser un tableau de signes. On a donc deux méthodes. On se demandera à chaque fois, est-ce que la suite un est définie par son terme général? Si non, alors j'utiliserai la méthode 2, et si oui, je me demanderai, est-ce que je sais étudier les variations de la fonction f qui définit la suite? Si la réponse est oui, j'étudierai les variations de f, car les variations de un suivent celles de f. Dans le cas contraire, si je ne sais pas étudier les variations de la fonction qui donne le terme général de la suite, alors je me rabattrai à nouveau sur la méthode 2 en étudiant le signe de un plus 1 moins un à tous les rangs, et je conclurai grâce à la définition d'une suite croissante ou décroissante. Voyons maintenant cela sur des exemples. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route afin d'avoir une analyse des variations de ces suites numériques. Vous êtes prêts? On corrige. Exemple 1. Ici, la suite un est définie par son terme général, c'est-à-dire que pour tout entier naturel petit n, un est égal à f de petit n avec la fonction f qui est la fonction inverse. Or la fonction inverse fait partie des fonctions usuelles, je connais ses variations. En particulier, f de x est strictement décroissante sur 0 ouvert plus l'infini. Et comme les variations de un suivent celles de f, je peux conclure que un est strictement décroissante sur grand N. Étoile. Voilà pour ce premier exemple. Exemple 2. On a ici une suite définie par récurrence. Ainsi, la méthode 1 ne peut pas être utilisée. Je vais donc directement utiliser la méthode 2. Je vais donc calculer la valeur de un plus 1 moins un et regarder si elle est positive ou négative. Oui, mais la valeur à quel rang? Si je fais u1 moins u0, ou bien u2 moins u1, cela ne m'apportera pas grand-chose, car je n'aurai pas un résultat général à propos de la suite. Il me faut donc impérativement faire ce calcul-là à tous les rangs. J'écris donc, quel que soit n appartenant à grand N, et il me faut alors donner l'expression de un plus 1 moins un. Mais un plus 1, c'est un moins n au carré plus 41. Donc un plus 1 moins un, c'est un moins n au carré plus 41 moins un. Il m'est très simple maintenant de dire que un plus 1 moins un est égal à moins n au carré plus 41 à tous les rangs. Je vais donc chercher le signe de moins n au carré plus 41. Par exemple, je peux me demander pour quel rang on a moins n au carré plus 41 qui est positif. Eh bien cela est équivalent à dire que 41 est plus grand ou égal à n au carré. Et pour avoir n au carré qui soit plus petit que 41, il faut que n soit compris dans l'intervalle moins racine de 41, racine de 41. Si je le souhaite, je peux regrouper ces informations dans un tableau. Moins n carré plus 41 est positif dans l'intervalle moins racine de 41, racine de 41, et négatif ailleurs, grâce à ce que je viens de démontrer. Mais comme en réalité, moins n au carré plus 41 représente un plus 1 moins un, et que n appartient à grand N, alors n devrait commencer à 0. Et toute la partie où n est négatif ne correspond pas à une situation de la suite. De plus, racine de 41 n'est pas un nombre entier, c'est un nombre compris entre 6 et 7. Ces résultats nous permettent de conclure que un est croissante de u0 à u7, puis décroissante. En effet, lorsque n égale 6, le tableau nous indique que u7 moins u6 est positif, donc u7 est plus grand que u6. Par contre, à partir du moment où on est à n égale 7, on a à chaque rang
un plus 1 moins un qui est négatif et donc la suite décroissante. Regardons maintenant l'exemple 3. Ici, un est clairement défini par son terme général, par une fonction f, telle que f de x égale moins x au carré moins 2x plus 5 définie sur grand R. Et cette fonction-là, c'est une fonction du second degré, je connais ses variations. Je vais donc utiliser la méthode 1 et dire que les variations de un suivent celles de f, et il ne me reste plus qu'à déterminer les variations de f. Grâce à mes connaissances sur les variations d'une fonction du second degré, je sais qu'il me suffit de considérer le signe de petit a, ici négatif, donc la fonction est croissante puis décroissante, et qu'elle atteint son maximum lorsque x est égal à alpha, c'est-à-dire moins 1. Et maintenant que j'ai les variations de f, j'en déduis celles de un. Attention, un n'est défini que sur grand M, et toute la partie où les x sont négatifs ne m'intéresse pas ici. Je peux donc conclure que la suite un est strictement décroissante sur grand N. Il m'a suffi de venir le lire dans le tableau, dans cette partie. Et voilà qui clôt ce troisième exemple. Enfin, dernier exemple à regarder, dans lequel un est une suite définie par récurrence, je vais donc directement venir me tourner vers la deuxième méthode. Je pense à signaler que je considère l'ensemble des rangs. Pour tout rang n entier naturel, je vais venir étudier le signe de un plus 1 moins un. Comme tout à l'heure, j'en trouve une expression en fonction de n, un plus 8n moins 146 sur n plus 3 plus 2, moins un. Comme tout à l'heure, ça se simplifie. Bien sûr ici, étudier le signe ne va pas être évident. Il faudrait donc que je factorise cette expression pour obtenir un produit ou un quotient et faire un tableau de signes. Je réduis donc au même dénominateur et je regroupe en une seule fraction. J'ai donc obtenu l'expression de un plus 1 moins un qui est 10n moins 140 sur n plus 3 dont je veux maintenant étudier le signe. Il s'agit du quotient de deux expressions du premier degré. Je réalise donc un tableau. Dans ce tableau, et pour simplifier les choses, je vais faire comme si n était un réel, pour pouvoir étudier le signe de façon générale. Puis, je ne considérerai que les valeurs de n, qui sont des entiers naturels. Pour chercher le signe du numérateur et du dénominateur, je peux commencer par chercher en quelle valeur il s'annule. 10n moins 140 s'annule lorsque 10n égale 140, donc lorsque n est égal à 14. De même, n plus 3 s'annule lorsque n est égal à moins 3. Il ne me reste plus qu'à trouver les signes à mettre dans le tableau. 10n moins 140 correspond à une fonction affine croissante. Elle est d'abord négative, puis positive. De même, n plus 3 correspond à une fonction affine croissante, et elle est donc d'abord négative, puis positive. Je peux ainsi conclure sur le signe du quotient. Lorsque le numérateur est nul, le quotient est nul. Lorsque le dénominateur est nul, le quotient n'est pas défini. Et j'utilise ensuite la règle des signes. Moins par moins, moins par plus, moins, et plus par plus, plus. J'ai donc obtenu le signe de un plus 1 moins un pour tous les rangs. Bien entendu, attention, un rang pour une suite ne peut pas être négatif. Donc ici, n commence à 0. Je vais donc m'abstenir de faire attention à toute la partie gauche du tableau et ne considérer que la partie droite après que n ait dépassé 0. En utilisant la définition d'une suite croissante ou d'une suite décroissante, je peux donc conclure un est décroissante de u0 à u14, puis elle est croissante. Voilà pour ce quatrième exemple. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.